bonjour à tous. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, en fait, on va faire un petit point sur le référencement, le SEO, avec un article que j'ai écrit pour webmarketing.com qui s'appelle Stop. S'il vous plaît, arrêtez de faire des contenus pourris, que je vous explique en fait ce qu'il faut faire. Voilà. En fait, c'est un article un peu provoque, bien entendu, le titre a été fait pour. C'est vraiment fait pour faire réagir les gens et dire ok, ben, c'est pas tout de faire du contenu SEO. Alors, j'explique un petit peu ce que c'est, mais il faut un petit peu réfléchir maintenant. Écrire du contenu pour juste être positionné sur des mots-clés, ça marche plus autant que ça a eu marché il y a quelques temps. On voit bien que le référencement est en train de bouger. Comme le fait que ben, tout simplement le référencement sur Google, c'est plus uniquement la panacée, parce que maintenant bah, il y a de l'audience tout simplement sur Facebook, il y a de l'audience sur YouTube, il y a de l'audience sur Twitter, il y a de l'audience sur LinkedIn. Bref, il y a plein de réseaux d'audience, et donc en fait ben, il faut revoir un petit peu sa manière de faire. D'une part parce que bon, bien sûr, il y a ces nouveaux canaux là, mais aussi parce que le gros canal de diffusion de Google, son moteur de recherche, ben, commence à être un petit peu saturé, ça devient plus compliqué d'être visible. Alors, pourquoi actuellement 90% des contenus SEO sont des contenus pourris? Alors, un contenu SEO, déjà pour rappeler, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement, ben, c'est vous avez repéré dans SEMrush, dans Google AdWords, un nombre en fait de mots-clés, certains qui ont des bonnes positions, hein. Par exemple, si j'utilise un outil comme SEMrush, hein, que j'utilise régulièrement, ben, on va dire qu'on tape un mot-clé en particulier. On peut taper par exemple le mot-clé, je sais pas, si on vend des clubs de golf, voilà, je vais me connecter et chercher club de golf, voilà, achat de club de golf, club de golf, voilà, comme ça je le fais en live et vous verrez directement. Voilà, club de golf en français. On voit bien que ben, les mots-clés les plus tapés, c'est voilà, c'est club de golf Lyon, club de golf pas cher, club de golf occasion. Voilà. Et donc en fait, qu'est-ce qu'il faisait le référenceur? Ben, il regardait en fait le volume de mots-clés, il voyait après la difficulté avec la concurrence, et là il se disait bah tiens voilà, club de golf Lyon, il y a quand même pas mal de recherches sur ce mot-clé là, il y a une concurrence qui est faible, donc qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais créer ici un article qui s'appelle en fait club de golf, et donc tout simplement ça va faire traditionnellement on dit, bah, il faut que tu fasses 500 mots sur cette expression là, tu fais un article, tu mets dans le titre club de golf Lyon, et bah, après tu fais la même chose pour d'autres mots clés, hein. Vous voyez, ça peut être club de golf occasion ou club de golf pas cher, qui sont aussi des requêtes. Et donc voilà, on prend tous ces mots-clés là qui ont une importance intéressante sur Google, qui sont tapés par les internautes, et paf, voilà, tout simplement, on va créer comme ça un certain nombre d'articles qui permettent de se positionner sur ces expressions et donc d'être beaucoup plus visible. Alors, donc, généralement, ce qui était traditionnel de faire, c'est qu'on faisait un contenu comme ça le plus rapidement possible, puisque tout simplement, il y a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 mots-clés, et on va essayer de créer un article à chaque fois pour chacun de ces mots-clés, et ainsi capter un petit peu de trafic. Donc, traditionnellement, l'objectif, c'était créer en un minimum de temps et avec un minimum d'efforts et un minimum de coûts, un maximum de pages pour se positionner sur des expressions clés de cette thématique. Donc voilà, c'était certes du volume, du volume, du volume, du volume. Or, en fait, on voit bien les limites de ce modèle-là. D'abord, ben, sans lien, puisqu'en fait, on sait très bien que le contenu c'est bien, mais s'il n'y a pas de lien derrière, ça ne marche pas. Alors, ce qu'on appelle les backlinks, c'est-à-dire les liens depuis d'autres sites internet vers votre site, c'est des relais sur les médias sociaux, ça peut être du maillage interne, c'est-à-dire que vous avez, vous, des liens dans différents articles de votre blog. L'article A est relié à l'article B, qui est lui-même relié à l'article C, etc., etc. Donc en fait, si vous n'avez pas de backlinks, bah, tout simplement, bah, vous n'aurez pas de bon de positionnement. Alors vous aurez beau faire des dizaines d'articles low cost, si vous n'avez pas de lien, si vous n'avez pas des gens qui restent longtemps sur vos articles, et bah, tout simplement, Google et les internautes bah, vont trouver ça comme des articles un peu pourraves. Google prend en compte bien sûr le taux de rebond. Si les gens viennent et repartent direct, c'est pas terrible. Puis même pour vos internautes à vous, bah, qui vont sur votre site internet et qui voient un contenu pourrave, ils vont partir en courant.
Deuxième chose, les contenus qui sont de ce type-là vont pas pouvoir être partagés sur les médias sociaux parce que vous allez tout simplement mettre en avant du contenu un peu pourrave. Il y a 500 mots, c'est un contenu faible et donc ça met en problématique votre image. Ensuite, si vous êtes dans des secteurs un peu concurrentiels, comme par exemple le poker, le référencement, la séduction, etc., etc., ou même le marketing, même en faisant des articles sur des expressions, ça marchera pas trop parce que tout simplement, il y a déjà plein de personnes qui ont déjà fait des articles, il y a plein de personnes qui attirent naturellement des liens parce que les contenus sont top, et donc forcément, vous aurez du mal à être positionné. Alors, bien sûr, il y a des astuces pour essayer de faire passer un petit peu ces articles. Alors, le premier, tout simplement, moi, c'est ce que je fais de temps en temps, hein, quand j'ai du contenu low cost comme ça, je les publie à une date antérieure, c'est-à-dire que je mets sur le blog et je le mets par exemple 3 mois avant pour les rendre pas trop visibles, et puis après, tout simplement, je vais pas les relayer sur les comptes officiels de l'entreprise, mais je vais utiliser des comptes secondaires qui vont tweeter. Et donc, quelque part, ça va être immédiatement vu par Google, parce que tout simplement, quand on tweet en fait, ou qu'on partage sur les médias sociaux en général, Google le remarque et tac, tout simplement, il va dire tiens, il y a quelque chose de nouveau. Donc c'est une première astuce. La deuxième astuce, c'est tout simplement d'aller sur WordPress et créer des pages et non pas les mettre sur son blog. Alors qu'est-ce que c'est des pages? Les pages, tout simplement, c'est pas lié à votre blog, ce sont des pages un petit peu qui sont séparées de tout, qui ne sont pas en fait liées à votre blog. Vous allez créer une page qui s'appellera par exemple module pour je sais pas, ou option pour tel truc, et vous allez créer comme ça un certain nombre de pages qui seront en fait à différents qui seront en fait pas visibles directement sur votre blog, mais qui seront en fait créées. Encore une fois, il faudra toujours les relier les mettre en avant sur les médias sociaux pour que Google les voit, parce qu'autrement les pages des fois c'est pas forcément hyper visible. Donc ce que vous allez faire tout simplement, c'est que vous allez créer ces pages là. Alors moi je le fais souvent en fait quand j'ai justement des expressions à plusieurs mots clés. Par exemple en fait je veux me positionner sur l'expression d'un concurrent, ou d'utiliser une marque qui n'est pas concurrente de moi, mais qui est quelque part complémentaire. Qu'est-ce que je fais? J'utilise une page et je vais tout simplement la mettre sur mon site web, et je vais par exemple faire module pour telle marque je sais pas, de voiture, de produits, de logiciels ou n'importe quoi. Donc en fait, comme ça, en fait, je crée une page qui est à part, je fais un petit relais discret sur les médias sociaux, et tout simplement, je crée cette page-là qui va attirer vraiment sur une thématique très précise. J'ai besoin de faire ceci ou de faire cela. Alors, après aussi, une astuce, c'est pas d'aller chercher du contenu, par exemple à créer des pages avec un, deux mots-clés, mais j'ai plutôt essayé de trouver des contenus qui sont, par exemple, avec 3-4 mots-clés. Acheter parapluie vert Paris, ou des choses comme ça. Et ça, on peut le faire dans son blog aussi, hein, si on le souhaite. Mais l'objectif, en fait, c'est pas d'aller uniquement sur des expressions courtes avec deux mots-clés, voire trois mots-clés, mais d'aller plutôt à 4, 3, 4, 5 mots-clés. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'en fait, ça permet d'aller se positionner sur des expressions qui ont peu de trafic, mais qui, en revanche, apportent un public très ciblé. Donc ça, on peut le faire soit avec des articles, soit des pages, bien sûr. Il n'y a pas de différence là-dessus. Voilà. Donc, bon, ça, c'est des techniques qu'on peut utiliser, mais force est de constater tout simplement que là, on va créer du contenu qui est vraiment moyen, low cost. Moi, j'ai déjà fait, hein, j'ai déjà fait comme ça des articles avec 200, 300, 400, 500 mots, quoi. Et c'est des trucs qui ont été faits vite fait, le contenu un peu pourrave. Et pourtant, en fait, en faisant un tout petit peu plus d'efforts, on peut très facilement produire du contenu de meilleure qualité et qui va permettre d'avoir plus de résultats. Et puis, de toute façon, si vous regardez un petit peu sur votre blog, vous allez voir, ou votre site internet, vous allez très bien voir que c'est généralement les articles qui sont plutôt longs, qui sont plutôt des contenus de référence, qui sont visibles. Les articles avec 200, 500 et quelques mots, généralement, c'est pas très visible. Et donc, en fait, on voit bien que c'est les articles de qualité, les longs
bons articles qui sur le long terme attirent de plus de monde. Alors, par contre, il y a aussi des articles viraux. Par exemple, les infographies, des vidéos, un article polémique, des dessins, une étude. Ça, en fait, ça attire du trafic et c'est intéressant même s'ils sont courts. Alors, généralement, un article un peu feu de paille. Je vous montre ici un exemple, en fait, tout simplement avec une infographie que j'écris sur un blog sur le CRM. Voilà, et vous pouvez regarder, c'est juste une simple infographie, c'est vraiment un truc tout con. Voilà, c'est une infographie qui existait déjà, que j'ai publiée sur l'histoire du CRM. Mais qu'est-ce qui s'est passé tout simplement? Cette infographie a été un beau succès quand même, puisqu'on était quand même à quasiment 350 vues sur cet article, sur un tout petit blog dans une thématique CRM qui est quand même super pointue, super précise. Et on voit bien en fait que c'était un feu de paille. Là ici, c'est si j'ai fait une petite promo au départ, mais vraiment très light. Puis après, j'ai fait un gros effort quand même de promotion sur un certain nombre de groupes, sur des influenceurs. Et là, boum, ça a marché. Puis on voit tout de suite après, ça a complètement diminué. Pourquoi? Parce qu'en fait, le contenu, il est pas suffisamment jugé comme qualitatif sur Google. Donc ça a fait un bon effet au départ parce que tout simplement les gens ont relayé, mais une fois que l'effet de mode est passé, il n'y a pas eu beaucoup de recherche là-dessus, surtout en fait qu'il n'y a pas beaucoup de mots-clés, il n'y a pas beaucoup de choses en fait sur cet article-là, et il n'y a pas beaucoup de requêtes sur cette expression qui est l'histoire du CRM. Il n'y a pas beaucoup de monde qui va taper ça, histoire du CRM. Voilà, c'est ici l'histoire du CRM, en plus en anglais, Discover the Whole Story of CRM Software. Peu de gens vont taper ça. Donc c'est pour ça aussi que c'est plutôt du feu de paille, parce qu'en fait, c'est pas des requêtes ou des recherches qui sont faites régulièrement par les clients. Alors, le sujet maintenant, c'est se dire, ok, comment je peux faire du contenu de qualité sans y passer des heures? Comment je peux attirer en fait du trafic? Et bien tout simplement, il faut en fait revenir au cœur du sujet. C'est-à-dire que produire du bon contenu, c'est pas si compliqué, c'est pas si cher, tout simplement si on réfléchit à qui on veut attirer, ce qui va plaire au lecteur et ce qui va lui donner envie de partager. Voilà. Ou en savoir plus sur votre produit. Tout simplement parce que on va produire moins de contenu, mais on va contenir du produit plus intelligent. On va produire du contenu beaucoup plus intelligent parce qu'on ne va pas juste produire pour des mots-clés, mais on va réfléchir en amont à qu'est-ce qui va avoir un effet maximal. En fait, l'ancienne méthode a été simple, c'est je sélectionne des mots-clés prioritaires, je fais un fichier Excel et hop, bam, j'essaie de produire rapidement du contenu sur ces mots-clés, j'essaie d'obtenir un petit peu de liens, je fais du contenu un petit peu générique pour récupérer les coordonnées, donc un contenu un peu rapide, low cost. À la fin, je mets un livre blanc, une checklist, un truc comme ça. Et puis bon, allez hop, je fais une promo minimale, je mets un lien sur les médias sociaux, et puis hop, suivant, 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 suivant. Donc comme ça, c'est un petit peu une course en avant, et on se dit, sur le volume, je vais bien finalement arriver à attirer du monde. L'autre méthode, tout simplement, c'est d'identifier le contenu qui va attirer les prospects, qui va inciter les influenceurs à partager son contenu, et qui va véritablement apporter de la valeur ajoutée. Et ensuite, on va proposer du contenu contextuel dans le contenu pour pouvoir tout simplement récupérer les coordonnées. Ça peut être des checklists, ça peut être des livres blancs, bref, tout simplement on va essayer ici d'aller directement, une fois que la personne est sur la page, récupérer ses coordonnées. Et bien entendu, en complément, on va faire un maximum de promotion parce que, comme je dirai juste après, ça ne sert à rien de produire du contenu de qualité si vous n'en faites pas une bonne promotion, malheureusement. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'il y a beaucoup de sites internet qui font du super contenu, mais comme il n'y a pas de promo derrière, et tout simplement, ça ne sert à rien parce que personne n'est au courant que vous faites du bon contenu. Donc si personne n'est au courant, faites du contenu pourri SEO, hein, vous aurez peut-être même plus de résultats qu'en faisant du bon contenu et en faisant un bon contenu qui vous prend du temps si vous ne faites pas de promotion. Donc voilà, le tout c'est pas de faire du bon contenu pour du bon contenu, mais c'est tout simplement de faire du bon contenu pour attirer plus de visiteurs grâce à des techniques de promotion. Voilà. Alors, donc tout simplement, lors de votre prochain calendrier éditorial, avec le contenu que vous allez produire, vous allez réfléchir un petit peu. D'abord, quels sont les contenus que recherchent mes prospects avant d'acheter? Alors, quels sont leurs problèmes, hein? Quels sont leurs besoins? Quelles sont leurs peurs? Qu'est-ce qui pourrait les surprendre? Qu'est-ce qui pourrait les attirer? Et comment je peux exploiter ces différents-là pour créer du contenu? Ça peut être une checklist, un guide d'achat, etc., etc. Ensuite, qui sont les influenceurs de mon secteur d'activité?
quels seraient les contenus qu'ils pourraient relayer gratuitement ou en payant une petite somme. Parce qu'on verra juste après, de plus en plus, en fait, il faut payer un peu pour être visible. Ça peut être des petits cadeaux, mais ça peut être également de l'argent, de la monnaie sonnante et trébuchante. Donc, c'est important vraiment de se dire ça, que les influenceurs, si vous voulez qu'ils relaient du contenu comme ça, il faut qu'il y ait tout simplement une valeur à ajouter, parce qu'ils ne vont pas relayer comme ça les trucs si ça apporte pas de l'intérêt. Donc c'est important de se dire, ok, j'ai des influenceurs, j'ai des blogueurs, j'ai des prescripteurs, qu'est-ce qui ferait qui relaieraient? Et là, on va le voir juste après. Et ensuite, comment je peux être mentionné dans les sites d'actualité? Qu'est-ce qui buzz actuellement? Qu'est-ce qui marche bien et comment je peux aller capter cette audience? C'est ce qu'on appelle un petit peu du newsjacking. Du newsjacking, qu'est-ce que c'est? C'est que c'est un peu comme le carjacking. On va essayer de détourner du contenu. Par exemple, actuellement, c'est la grande mode du Pokémon Go. Dès que vous faites un article sur Pokémon Go, et ben ça y est, vous êtes repris. Moi, j'ai relayé et retweeté. Et on voit que des articles qui n'avaient pas réussi à faire de contenu ou de visite, vous mettez Pokémon Go et là, bam, ça explose directement. Donc il y a toujours des trucs à la mode, des mots à la mode. À un moment donné, par exemple, c'était le social CRM. D'autres fois, c'est par exemple, je sais pas, le big data. Enfin bref, et vous mettez ces mots-clés à la sauce de votre thématique. Par exemple, big data et CRM, big data et je sais pas, et la médecine. Bref, vous sortez des trucs comme ça et vous allez voir tout de suite que ça va marcher. Et en fait, si vous partez de ces trois postures, vous vous rendez compte en fait qu'on peut produire du contenu et surtout d'autres contenus qui sont certes plus, plus compliqués à réaliser, mais qui auront beaucoup, beaucoup plus d'impact. Ça, c'est important. Voilà. Alors, produire du contenu à valeur ajoutée, pour ses prospects, c'est le premier truc. Tout simplement, le but, c'est d'apporter de la valeur ajoutée dans le cadre de sa décision d'achat en récupérant si possible les coordonnées du prospect via le bonus, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, souvent, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va par exemple faire des checklists, comme je le disais, des guides d'achat, des cas clients. Ça marche vraiment bien. Parce que les gens, en fait, pourquoi ils achètent? Parce qu'ils ont vu qu'il y a un de leurs concurrents ou quelqu'un qui est proche dans cette thématique qui a acheté déjà. Et donc, en mettant des cas pratiques, vous allez tout de suite intéresser les gens. Bon, bien sûr, vous pouvez aller plus vite en traduisant les meilleurs articles anglais de votre thématique. Et ça, moi, je le fais de temps en temps. Bien sûr, je demande autorisation au rédacteur. Je dis, voilà, tiens, j'aimerais bien traduire ton article, il est vraiment génial, etc., etc. Et tout simplement, je vais immédiatement le faire traduire et je vais le publier sur mon blog avec un lien vers le contenu d'origine. Souvent, en fait, on voit que en Angleterre, aux États-Unis, les contenus sont souvent de très bonne qualité parce que la concurrence elle est encore plus forte qu'en France, encore plus forte. Et donc forcément, les gens sont obligés de se battre et donner de plus en plus de contenu à valeur ajoutée, de contenu de plus en plus original pour sortir du lot. Alors qu'en France, même si c'est dur, on n'est quand même pas au niveau de difficulté qu'on retrouve aux États-Unis. Voilà. Et si vous n'avez pas de quoi écrire, vous inquiétez pas, il y a toujours des sujets qui intéressent les prospects. C'est tout simplement comment dire, les articles, les réponses dans les forums ou dans les groupes Facebook. C'est des questions que tout le monde pose. Et souvent, vous verrez ça en disant oui, c'est déjà été répondu dans tel forum, oui, ça a déjà été répondu dans telle question, retourne à tel endroit. Et là, justement, vous dites voilà, mais c'est exactement les sujets qu'il faut. Et vous allez prendre ces sujets-là et vous allez tout simplement écrire du contenu. Voilà, donc ces groupes, ces forums sont vraiment des sources d'informations inépuisables. Alors le deuxième point qu'on a vu juste auparavant, c'est écrire pour les influenceurs. C'est pas du contenu prospect, hein, parce que c'est pas la même chose, mais c'est du contenu qui va être vraiment expliquer pourquoi la personne va partager. Alors en fait là, je vous ai mis quelques éléments. Qu'est-ce que c'est en fait? Parce que pourquoi on partage? Parce que ses amis vont trouver ça intéressant. Quasiment dans 50% des cas, on partage parce que les amis vont trouver ça cool et sympa. Alors qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être une aide, ça peut être un guide d'achat, blablabla. Bref, il faut se dire qu'est-ce qui va faire que les gens vont trouver ce truc intéressant et qui vont dire tiens, je vais le passer à mes collègues. Après, on peut dire voilà, c'est quelque chose d'intéressant qui peut être drôle, blablabla. Ça peut être également un sujet qui peut être pertinent. Moi, j'ai déjà fait plusieurs fois, par exemple, au travers des ONG, par exemple, faire une campagne de publicité sur
tout ce qui est les alertes contre l'alcool, le tabac et tout ça. Ça peut être aussi, je l'ai fait de manière caritative. J'ai fait par exemple des actions, les blogueurs ont du cœur, où j'offrais en fait des produits et je les vendais à moins 50%. Bref, tout ça en fait, ça peut être des trucs qui vous permettent d'avoir un relais parce que les gens vont dire bah tiens, c'est une bonne action, moi aussi j'y participe. Voilà. Donc ça, c'est après, ça peut être quelque chose d'utile, etc., etc. Alors, comment aussi on peut réussir à faire réagir les gens? C'est tout simplement, ça peut être waouh, un truc étonnant, ça peut être quelque chose qui fait rire, ça peut être quelque chose qui va faire vraiment étonner. Bref, donc vous pouvez utiliser ces différents trucs-là, ces différents leviers-là, et je me souviendrai toujours d'un article une fois qui a été posté par Marketing Chine. Marketing Chine, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Et bien tout simplement, ils, il avait pris à partie Presse Citron, Éric Dupin, en disant voilà, je crois que c'était le plus grand imposteur du web ou je ne sais quoi. Alors que ce n'est pas du tout le cas, bien entendu. Mais je vais essayer de vous retrouver ça. Alors Marketing Chine, Éric Dupin, voilà, Presse Citron. Donc si tu nous écoutes, Eric, je te souhaite une bonne journée. Ça te permettra d'avoir voilà. Et tiens, tac. Et c'était donc un Google bombing. Voilà. Donc, hop. Donc en fait, c'est ici. Ah bah là, ça a disparu. Donc en fait, c'était ce truc-là. Donc il s'était attaqué, hop, sur tac. Alors voilà, c'était Sylvain Bruyère. Donc en fait, c'était un Google bombing sur cette personne-là. Google bombing, qu'est-ce que c'est? Ben, tout simplement, c'était se dire, bah, tiens, je vais faire un article sur une star du web et je vais tout simplement le dénigrer ou je vais me moquer de lui. Et là, boum, comme ça, blablabla, je vais être connu, ça va pas arrêter comment dire, de buzzer sur le sujet. Donc le Google bombing, ok, ça peut être sympa, ça peut être intéressant, mais il faut le faire vraiment sur des gens qui le méritent un petit peu. Voilà. Donc voilà, je vous ai mis un petit peu les sujets, donc aussi d'autres sujets. Comment on va pouvoir tout simplement attirer les influenceurs? Ben, tout simplement, on va les payer. Alors ça a l'air de rien, mais de plus en plus c'est la tendance, hein. Un influenceur, même moi, tout simplement, ben, j'ai beaucoup de choses à faire. Je vais pas relayer du contenu juste parce que m'a envoyé une infographie, parce qu'on me donne un accès à quelque chose. Il faut tout simplement en fait avoir quelque chose qui va être en plus. Alors quelque chose qui va être en plus, bien sûr, ça peut être un truc exceptionnel, ça peut être un contenu sympa, blablabla. Bla, bla, bla. Mais de plus en plus, en fait, on voit bien que il faut rémunérer les gens. Alors après, il y a des choses qui sont un peu intelligentes. On ne va pas juste payer quelqu'un pour qu'il relaie un contenu, ce qui a peu d'intérêt en fait finalement. On va essayer plutôt de faire ça de manière intelligente. Alors le faire de manière intelligente, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'on va payer un influenceur, qui peut être un blogueur, un expert, une star, etc., pour écrire un article sur votre site web à vous. Donc vraiment sur votre site web, ce qui vous permettra, un, de gagner en crédibilité, deux, d'obtenir en fait du contenu de qualité, trois, d'obtenir un lien de qualité également. Donc c'est vraiment essentiel comme ça de pouvoir comment dire, inciter aussi après comment dire, le blogueur à relayer le contenu, parce que si c'est juste écrire sur votre site internet, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il faut aussi en fait qu'il le relaie soit sur son blog, soit tout simplement sur ses réseaux sociaux. L'idéal, si vous faites un deal comme ça, c'est que la personne relaie également sur son blog. Un peu là ce que je fais avec webmarketing.com, vous voyez, j'ai écrit pour eux gratuitement là, mais en fait tout simplement après derrière, ce que je fais, c'est que je republie ça sur mon site, j'en reparle, etc., etc. Voilà. L'autre point, c'est un petit peu ce que j'appelle moi les interviews d'experts. L'objectif, en fait, c'est de valoriser un expert en l'interviewant avec un contenu et des questions de qualité afin qu'après il le relaie sur son réseau. Alors, si vous vous contentez de poser une question à un blogueur, forcément, lui, il va relayer un minimum parce qu'il y a peu de valeur ajoutée. Si jamais vous avez quand même
des contenus qui sont plus sympas, par exemple une vidéo, par exemple vous avez fait un montage, etc., etc., en apportant plus de valeur, vous avez quand même beaucoup plus de chances que la personne tout simplement relaie non pas uniquement sur son Twitter, Facebook, mais elle le fasse après sur un article sur son blog ou des choses comme ça. Voilà. Dans tous les cas, il y aura toujours des astuces comme par exemple prendre l'influenceur en photo et le taguer sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, qui vous permettra encore une fois d'aller capter un petit peu son trafic. Mais même, vous pouvez très bien ici faire une interview sur Facebook Live. Et avec Facebook Live, comme ça, vous allez pouvoir demander à la personne aussi de partager sur son réseau. Et comme elle est en live, tous ses amis verront qu'il est en live. Et là, bim, vous allez capter du trafic. Voilà. Après, vous pouvez également réaliser une étude sur vos clients lecteurs. Ça, en fait, vous utilisez SurveyMonkey ou tout autre outil comme Google Forms pour créer une étude, même qui n'est pas forcément pertinente au niveau représentativité, puisqu'il faut au moins 400 réponses pour avoir un sondage représentatif, mais au moins, vous allez pouvoir dire, bah voilà, qu'est-ce que ça représente, quelle est la tendance un petit peu. On voit par exemple My Community Manager et Region Job qui font chaque année en fait une étude sur les community managers francophones. Hein, hop, voilà, et chaque année, en fait, ça a le succès qu'il mérite voilà, sur le blog du modérateur. Voilà, et bien entendu, c'est relayé à droite à gauche parce que c'est toujours intéressant. Voilà, statut cadre ou pas, blablabla, bla, 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 niveau finance, blablabla. Bla, bla. Donc en fait, cette étude-là, à chaque fois, ben, elle est partagée en veux-tu, en voilà. Donc c'est des choses qui marchent bien. Donc après, vous pouvez réutiliser pour une infographie ou d'autres choses si nécessaire. Ce qui est également intéressant, c'est produire un livre blanc collaboratif avec d'autres blogueurs non concurrents. Par exemple, en fait, vous demandez à 4-5 experts de répondre à des questions et vous dites voilà, est-ce que tu pourrais répondre là-dessus ou donner un avis, blablabla. Bla, 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 et vous allez créer comme ça un livre blanc collaboratif entre tout le monde. Bien entendu, si vous vous adressez au blog leader, c'est mieux, mais le problème c'est que généralement les blog leaders, bah, ils vont pas trop vous faire de relais. Par contre, les challengers, si vous les mettez en avant, eux, ils vont tout simplement vous aider, vous accompagner parce qu'ils n'ont pas l'habitude de ça, puis ils ont tout à y gagner, tandis qu'un quelqu'un qui est leader n'aura pas forcément intérêt à vous donner trop de publicité, trop de visibilité. Voilà. Autrement, ce qui marche également très très bien, c'est les tops. Alors les tops, en fait, c'est les top articles, les top blogs, les top comptes Twitter, les top pages Facebook, les top blogs dans un secteur d'activité. Bref, c'est important de se dire que je vais lister des gens qui sont déjà connus et montrer en fait que ce sont des stars. C'est un peu flatter leur ego. Alors, bien entendu, il ne faut pas faire quelques petites erreurs de débutants, c'est-à-dire que il faut cibler des influenceurs dans votre secteur d'activité. Ça sert à rien de faire un top blog américain, par exemple, hein, ou des top blogs canadiens si vos clients ne sont pas au Canada, blablabla. Bla, bla, bla. Listez suffisamment de personnes. Si vous êtes un top 5 ou un top 7, c'est pas suffisant. Il en faut au moins 10, 15, 20 pour que ça commence à être représentatif. Voilà. Et puis bon, il faut aussi apporter un petit commentaire, c'est pas juste faire une liste, mais après vous devez dire bah voilà, je les ai choisis parce que ceci, parce que cela, blablabla. Bla, bla, bla. Et bien entendu, laissez toujours la place aux autres de participer. Et dire bah tiens, j'aimerais bien que tu rajoutes quelque chose, ou dites si vous pensez que j'ai oublié quelques comptes, n'hésitez pas et puis je vais les ajouter. Voilà. Alors attention également, là on a parlé de créer du contenu de référence, c'est bien mais ça ne suffit pas. En fait, tout simplement, moi je vois deux grosses erreurs qui apparaissent tout le temps avec ces gens qui produisent du blog et du contenu de qualité. C'est que tout simplement, ils tirent à côté de la cible, c'est-à-dire qu'ils vont produire du contenu de super qualité mais qui ne va pas attirer les bons internautes. Tout simplement, si vous regardez dans votre Google Analytics ou dans SEMrush, vous regardez vos statistiques et vous verrez très bien que certains mots-clés ou certains articles vous font beaucoup de trafic, mais c'est totalement en dehors de votre thématique, votre secteur d'activité. J'avais mis en fait en illustration l'analyse SEMrush d'un site internet, c'est pas vraiment un blog, mais d'un site internet qui propose de référencer des solutions ERP, CRM, etc., etc., et qui me proposait de faire de la visibilité, de la publicité. Et il me disait, ouais, voilà, on a une belle visibilité, on fait tant de trafic par mois. Puis bon, j'ai quand même été regarder sur SEMrush, et puis je vois sur SEMrush une chose, c'est qu'en fait les articles qui leur apportent le plus de visibilité, ben en fait c'est pas les articles sur
le CRM, les ERP et tout le bazar. Mais en fait, ce qui leur apporte le plus de visibilité, tout simplement, c'est des articles tels que, par exemple, jour ouvré, calcul de jour ouvré, etc., etc. Mais calcul de jour ouvré, ça, c'est pas du tout ce qui va, comment dire, gérer en fait, générer du trafic pour moi. Et pourtant, ça leur apporte, grosso modo, allez, plus de 50% de leur trafic. Donc, ok, d'accord, vous faites du trafic, mais il y a à peu près 50% qui n'est pas du tout lié à votre thématique. Donc, c'est important de réfléchir en amont à son client, à ce qu'il veut. Alors, il y a la méthode des personas qui permet de définir son client type, comme je disais tout à l'heure, et ainsi choisir aux thématiques, aux articles qu'il faut mettre en avant. La deuxième chose que je vois souvent, c'est ne pas valoriser ses top contenus. C'est-à-dire qu'on va écrire un super article, on a mis 2 heures, 3 heures à mettre en avant, et puis bah voilà quoi, on a fait l'article, on clique sur publier et c'est fini. Or en fait, bah non, c'est que le début là. Il faut passer, on va dire, 10-15% du temps au minimum en plus à essayer de faire sa promo. Alors bah, je vous fais une petite checklist de ce que j'utilise, qui n'est pas exhaustive mais qui vous permet de voir un petit peu le travail qu'il faut faire. Donc d'abord en fait sur vos propres comptes médias sociaux, c'est-à-dire vos comptes Twitter, Facebook, etc. Bah, vous publiez bien sûr sur votre page et sur votre profil, c'est-à-dire que vous faites sur les deux. Ensuite, vous relayez la même chose sur LinkedIn Vidéo. Sur LinkedIn Vidéo, quand vous êtes en B2B, ben à ce moment-là, vous relayez aussi sur des groupes qui sont nombreux et qui sont actifs. Vous publiez ça sur votre Scoopit. Vous programmez une série de tweets sur TweetDeck ou Buffer pour dire bah tiens ce super article que j'ai créé aujourd'hui, je ne vais pas juste le publier et puis basta. Je vais lui redonner de la visibilité la semaine prochaine, dans 2 semaines, dans un mois, etc., etc. Ensuite, tout simplement, je vais épingler ces contenus sur mon profil Twitter, Facebook, éventuellement sur WordPress pour le mettre en avant pour qu'il soit hyper visible. Éventuellement sur mes comptes encore médias sociaux, par exemple, je vais changer la photo de cover qui est tout en haut, puis je vais mettre en avant ce livre blanc ou ce super article que j'ai fait. Ensuite, si vous êtes dans une entreprise ou avec des partenaires, vous envoyez un message à ces personnes-là en disant tiens, voilà, ou un email, voici un top contenu qu'on vient de sortir, n'hésitez pas à partager. Alors, vous pouvez utiliser donc un email, vous pouvez utiliser Slack si vous utilisez Slack en interne, ou Facebook at Work si vous utilisez Facebook at Work. Ensuite, c'est le travail sur les influenceurs. C'est contacter ceux que vous avez cités dans votre contenu. Si par exemple vous avez cité le Toto dans le contenu, dites Toto, salut, je t'ai cité dans cet article-là, ça va te plaire. Vous pouvez aussi envoyer l'info aux spécialistes du secteur qui sont nos concurrents, sur Twitter en particulier. Envoyer un email à vos contacts que vous avez dans votre boîte mail. Envoyer un email à vos abonnés. Envoyer un SMS ou un direct message sur Twitter ou Facebook à vos proches contacts. Ou rechercher encore des influenceurs pertinents dans votre thématique grâce à Twitter, Scoopit, etc., etc. Après, vous pouvez réutiliser ce contenu parce que si vous avez fait du super contenu, il faut le valoriser. Comme là, ici, un screencast. Vous voyez bien que j'ai écrit un article sur webmarketing.com et là, j'en fais un screencast, j'en fais un podcast. Je vais le publier sur YouTube, sur Vimeo, Dailymotion. Je vais le mettre sur SoundCloud, je vais le mettre sur Audioboost, ça va être sur iTunes. Je vais pouvoir faire éventuellement une infographie, je vais pouvoir faire une checklist. Je peux compiler tout ça et faire dans un mini e-book. Bon, c'est un petit peu juste, mais why not? Ça fait quand même 8 pages, ce petit article. Je peux bien sûr après copier le début de l'article sur LinkedIn Pulse, qui est le système de blogging de LinkedIn. Et bien entendu, après, je peux donner de la visibilité supplémentaire, par exemple une pop-up sur toute partie de mon site web, mettre en fait en message automatique de chat. Voilà. Donc on arrive quasiment à la fin de ce podcast, 34 minutes quasiment. Donc ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, produire du bon contenu, c'est bien, mais en fait, c'est un petit peu comme dans un concours de beauté. C'est l'illustration, si vous regardez la vidéo. Miss Venezuela, Miss Paraguay, Nicaragua. Donc il y a plein de jolies filles, il y a plein de jolis contenus. Parfois, il faut se valoriser, il faut sortir un petit peu du lot pour tout simplement se faire remarquer. Donc je voulais vous dire tout simplement que faire du contenu pour SEO, oui, ça marche encore, mais ça devient de plus en plus compliqué. Et il faut quand même penser un petit peu autre chose. Moi, je le fais de temps en temps quand je lance un nouveau blog, je fais un audit SEO et puis je lance comme ça du contenu, mais c'est pas ce qui va vous donner de la visibilité et des résultats sur le long terme. Il faut véritablement se concentrer sur du contenu qualitatif, essayer de
poursuivre son travail de visibilité. Et pourquoi pas en fait, avec le plan promo, pourquoi pas payer pour la visibilité, parce que de plus en plus on voit bien, les médias sociaux ça devient de moins en moins gratuit, même avec du contenu, le content marketing c'est loin d'être gratuit parce qu'il faut passer du temps et il faut parfois prendre des rédacteurs et puis ensuite faut mettre en avant ça peut être le système de publicité payante de Facebook, de LinkedIn ou Twitter quand on veut mettre en avant et booster la visibilité de contenu, mais ça peut être également contacter directement les influenceurs, les blogueurs, les gestionnaires de groupes Facebook, de pages Facebook, les animateurs de comptes Scoopit et tout simplement leur dire bah tiens je te file X euros ou on fait un échange de visibilité ou je t'offre du produit pour que tu mettes en avant mon contenu. Voilà. Le dernier point, c'est vous dire, ok, ça sera bien d'avoir du trafic, mais n'oubliez pas aussi de travailler votre conversion. C'est-à-dire que c'est bien d'attirer des gens sur votre site internet, mais si ils ne s'inscrivent pas à votre newsletter, si vous ne récupérez pas les coordonnées, si vous ne les faites pas acheter, ça ne sert à rien. Donc il est vraiment important de travailler sa conversion et je vous invite à télécharger sur mon site internet le guide 52 astuces pour mettre en place une conversion efficace sur son site internet. C'est un bouquin gratuit que j'offre qui permet tout simplement de connaître une cinquantaine d'astuces, 52 pour être précis, pour améliorer la conversion de son site internet. Voilà, je vais le mettre ici à l'écran si vous regardez en vidéo. Donc voilà, c'est 52 conseils pour améliorer la conversion de son site internet. Il est pas très loin, il doit pas être loin d'ici. Donc si vous cliquez sur un article, vous le verrez. Voilà notre dernier guide gratuit. Donc vous tapez directement dans Google, attirer plus de prospects, 52 optimisations simples. C'est un bouquin qui doit faire 80 pages à peu près et qui va vous expliquer comment tout simplement gagner en visibilité et améliorer votre conversion sur le web. Voilà, donc à vous de jouer maintenant, vous savez ce qu'il faut faire et fini le contenu pourri et faites-moi un peu de qualité et un peu de promo.